Donc, un service de messagerie, on a notre serveur de messagerie, ou bien le service de messagerie. Il nous permet principalement de soit d'envoyer des emails, ok, soit de consulter nos boîtes aux lettres. Donc, réellement, un serveur de messagerie, il est basé sur deux agents à la fois. Ok. Donc, un agent qui s'appelle le MTA, le Mail Transfer Agent, qui est responsable toujours à l'émission. Ok. Un MDA qui s'appelle le Mail Delivery Agent, qui est responsable toujours à la réception. OK? Voilà. Donc, ici, au niveau du serveur, on a principalement l'intervention de deux agents. OK? Et bien sûr, toujours un serveur de messagerie, il peut gérer qu'un seul domaine. Pourquoi? Puisqu'il a besoin d'avoir la liste des utilisateurs, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle l'autorité administrative sur ce domaine. OK? Voilà, c'est-à-dire, par exemple, un serveur de messagerie qui gère le domaine esprit.cn, il ne peut pas réellement gérer le domaine yahoo.fr. Pourquoi? Puisque réellement, il possède seulement la liste des utilisateurs de domaine esprit.cn, c'est-à-dire il peut vérifier l'existence, vérifier toujours la boîte aux lettres de destinataire si principalement les deux clients, l'émetteur et le récepteur, sont les deux clients de même domaine. OK? Voilà, donc pour envoyer un email, c'est quoi la première chose à faire pour envoyer des emails? Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise toujours l'architecture client-serveur. Donc, c'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir une application installée côté client et bien sûr, on a besoin de configurer les applications à installer côté serveur. Donc, en tant que des clients, qu'est-ce qu'on utilise pour consulter nos boîtes aux lettres, pour envoyer des emails? Qu'est-ce qu'on utilise en termes des applications? Un Ce qu'on appelle navigateur web ولا application de messagerie comme Outlook c'est. très bien. Donc ici, réellement, il y a deux méthodes. OK? Donc, pour utiliser réellement l'architecture de messagerie, c'est-à-dire on va utiliser les protocoles de messagerie tels que le protocole SMTP, POP3, IMAP, on utilise souvent ce qu'on appelle le Mail User Agent. OK? Ce qu'on appelle réellement l'application de messagerie qui nécessite l'installation et la configuration côté client. OK? Soit l'application qui m'a l'application Outlook, OK, pour les plateformes Windows, soit l'application Thunderbird, OK, soit l'application Evolution, soit l'application Gmail, OK. Donc ici, en tant qu'utilisateur, je peux consulter ou bien envoyer mes emails en utilisant cette application de messagerie. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un navigateur. Alors, le navigateur, est-ce qu'il utilise le protocole SMTP, POP3, IMAP? En utilisant le navigateur, nous sommes en train d'utiliser quel protocole réellement? Le IMAP. IMAP, en utilisant le navigateur. Réellement, le navigateur, c'est un client de quel service? C'est un client de service web. هكا ولا؟ Web, oui. Voilà, donc si, bien sûr, on a un client de service web, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il utilise comme standard de communication? Il utilise le protocole HTTP. Ok, très bien. Donc, il utilise le protocole HTTP pour transmettre les données entre le navigateur ou le serveur web interne. Ok, où est l'objectif MTI? Par exemple, je vais envoyer un mail. Donc, réellement, je vais utiliser le protocole HTTP et on va atteindre le serveur web. OK? Donc ici, notre serveur web, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer le rôle d'un client de messagerie dans ce cas. OK? Notre serveur web, réellement, il va utiliser le protocole SMTP, OK, pour envoyer un email, bien sûr, vers le serveur de messagerie. OK? C'est pour cela, lorsqu'on utilise réellement le service, le navigateur, on appelle ce service un service qui s'appelle le web mail. OK? C'est-à-dire, je suis en train d'utiliser le service web afin principalement d'utiliser le serveur de messagerie. C'est l'équivalent de pseudo-streaming, ok? Donc, c'est-à-dire, je suis en train de consommer un service en utilisant le service web, ok? Donc, réellement, en tant que client, j'utilise le navigateur, j'utilise le protocole HTTP, mais qui va utiliser réellement l'architecture de messagerie? C'est notre client, c'est notre serveur web qui va jouer le rôle d'un client de messagerie. OK? Voilà, c'est pour cela, en utilisant le serveur web, on n'a pas le choix de choisir entre les protocoles de réception. OK? Donc, le serveur web, il utilise souvent le protocole SMTP pour l'envoi et le protocole IMAP pour la réception. OK? Voilà. Donc, commençons par la première question. On a parmi la liste ci-dessous, lesquels peuvent être considérés comme un mail user agent. Un mail user agent, c'est-à-dire
une application qui nous permet réellement de consulter nos boîtes aux lettres ou bien de, bien sûr, de vérifier la boîte aux lettres interne. Alors, est-ce qu'on peut considérer Postfix comme solution? Non, Postfix. postfixe Non, MTA, madame. très bien. Postfix, on peut dire que c'est un serveur de messagerie. Donc, à éliminer. Postfix, un serveur de messagerie. Dovecut, kiff kiff, c'est un serveur wireless. Delivery. Voilà, c'est très bien. C'était une application utilisée toujours côté serveur. OK? MS Exchange. MS Exchange, c'est pour dire Microsoft Exchange. C'est la solution propriétaire à Microsoft. Bien sûr, elle joue le rôle toujours d'un serveur de messagerie. OK? Je me rate la solution Outlook. Très bien. Donc, Outlook, c'est un mail user agent qu'on peut utiliser réellement sur les plateformes Windows. Sinon, est-ce qu'on peut utiliser l'application Thunderbird? Oui, madame, ma réponse unique. Ah oui, c'est un نجم problème. نختاروا كان حاجة. Oh, le problème, c'est au niveau de Google Classroom, en fait. Sinon, vous pouvez rajouter les réponses en termes comme les commentaires. OK? Voilà. Donc, ici, on a l'application Thunderbird, l'application Outlook. OK? Et est-ce qu'en utilisant le webmail, on peut consulter nos boîtes aux lettres? C'est une méthode de vérification, non? C'est une méthode pour utiliser le service de messagerie. OK? Donc, le webmail, les bonnes réponses sont réellement le Outlook, le Thunderbird et le webmail. La différence entre les deux, c'est à travers l'application de messagerie, réellement l'application Outlook, Thunderbird, Gmail nécessite réellement l'installation, la configuration. Et bien sûr, ici, en tant que client, je peux spécifier le protocole de réception. OK? Par contre, en utilisant le webmail, bien sûr, la configuration, elle est très simple. Juste, j'utilise le navigateur. Et bien sûr, oui, l'inconvénient, c'est quoi? Parce que j'ai besoin toujours d'avoir une connexion permanente. Et bien sûr, je n'ai pas le droit de choisir entre le protocole IMAP et le protocole POP3. OK? C'est bon. Donc, les bonnes réponses sont Webmail, Microsoft Webmail, Outlook et Thunderbird. OK? Est-ce que vous avez des questions concernant la partie client, c'est-à-dire les applications nécessaires côté client? C'est bon? Alors, question suivante. Parmi, normalement, la même liste, on a besoin de trouver ce qu'on appelle le MTA. Hakawale, c'est quoi un MTA? MTA, c'est pour dire quoi? C'est le responsable de transfert des mails, madame. Ce qu'on appelle le Mail Transfer Agent. OK? Voilà, donc c'est un agent, OK, qui assure l'émission. OK? Donc, comme j'ai bien dit, un serveur web, un serveur de messagerie Symfony, il est constitué de deux agents. OK? Voilà, côté serveur, on a besoin toujours d'avoir deux agents. OK? Un agent, il est responsable à l'émission et un agent qui est responsable à la réception. De façon générale, l'agent, il utilise quel protocole? L'agent qui est responsable à l'émission, il utilise le protocole d'émission. MTP. C'est toujours le protocole, très bien, le protocole SMTP, c'est-à-dire il peut traiter les requêtes en utilisant le protocole Simple Mail Transfer Protocol. Okay? C'est le protocole réellement utilisé pour l'émission. Donc notre MTA, elle est en écoute sur quel numéro de port? Elle est en écoute sur le numéro de port 25. protocole SMTP, très bien. Elle est en écoute sur le port 25. Pourquoi? Puisqu'il va recevoir les requêtes en utilisant le protocole SMTP. OK? Donc, ici, réellement, par exemple, un client, par exemple, il veut envoyer un email à Wassim, OK? Donc, les deux sont principalement @esprit.in. Il veut envoyer un email vers wassim@yahoo.fr, OK? Donc, la première étape à faire, c'est bien sûr, il va lancer l'application de messagerie, OK? Donc, il va saisir l'adresse de destinataire, le corps du mail, l'objet, etc. Puis, il va exécuter sur le bouton envoyer, OK? Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est notre application de messagerie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer le mail vers qui? Vers le MTA. OK? Le MTA responsable de qui? Le MTA responsable de domaine de la source. OK? Dima, on va acheminer le mail. L'application de messagerie interne, elle connaît bien, OK, l'adresse IP et le nom de serveurs qui sont responsables à notre domaine. OK? Donc, c'est quoi le rôle de MTA? Le mail, il est chez le MTA de domaine de Bahé. Le MTA responsable de domaine esprit.tn. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le MTA?
شنو هو le Vérifier si le destinataire est l'un des clients du serveur. أول حاجة يعملها très bien, il va vérifier d'abord la validité de l'adresse mail. Est-ce qu'il s'agit bien d'une adresse mail valide? Oui ou non? احنا pour avoir une adresse mail valide, notre adresse mail il est composé de combien de champs? De 3 champs. هكا ولي. Donc le premier champ c'est quoi? C'est l'identifiant, par exemple behe@esprit.tn. Le premier champ c'est le nom d'utilisateur, c'est l'identifiant des utilisateurs dans le domaine. Ok? Et l'ad c'est pour faire différence entre nom de domaine et le nom de l'utilisateur. Troisième champ, c'est toujours le nom de domaine, c'est-à-dire, bien sûr, chaque serveur de messagerie, il peut gérer qu'un seul domaine. Okay. Ici, donc, il a bien vérifié la validité. Donc, le domaine esprit.in, il existe. Okay. Le domaine Yahoo, on va vérifier toujours l'adresse de destinataire. Okay. Donc, yahoo.fr. Donc, le domaine yahoo.fr, il existe. Donc, il s'agit bien d'une adresse mail valide. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier l'existence. Est-ce que notre MTA, il peut vérifier l'existence d'un utilisateur qui s'appelle Wassim dans le domaine yahoo.fr? Est-ce qu'il possède la liste des utilisateurs de domaine yahoo.fr? Oui ou non? Bien sûr que non. Allez, Shratel, il possède seulement la liste des utilisateurs de quel domaine? De domaine esprit.tn. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je dis wassim@yahoo.fr. Est-ce que c'est un de mes clients? Bien sûr que non. OK? C'est un client d'un domaine qui s'appelle yahoo.fr. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le MTA, dans ce cas? Il va envoyer le mail vers qui? Vers le MTA responsable de domaine de destinataire, ce qui est le domaine yahoo.fr. OK? Donc, toujours, le MTA, il assure l'envoi, quel que soit d'un client vers le serveur ou bien du serveur vers un autre serveur. OK? Voilà, en utilisant toujours le protocole SMTP. OK? Voilà. Puis, bien sûr, l'email est chez le MTA responsable de domaine de destinataire, ce qui est le domaine yahoo.fr. Il va vérifier l'existence de cet utilisateur. Donc, il va vérifier est-ce qu'on a un utilisateur qui s'appelle wassim@yahoo.fr. Si oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le mail dans la boîte aux lettres dédiée pour Wassim. OK? Voilà. Donc, voilà le rôle d'un MTA. Toujours le MTA, il est responsable à l'émission. Il va vérifier toujours l'adresse du destinataire. Il va vérifier est-ce que notre destinataire, c'est un donné client, oui ou non. Si oui, on va placer le mail dans la boîte aux lettres. Sinon, on va contacter le MTA qui est responsable de domaine de destinataire. OK? Voilà. Donc, dans ce cas, le MTA, c'est le Mail Transfer Agent. OK? Donc, ici, on a des solutions, quelles que soient liste, on a des solutions propriétaires ou bien des solutions open source. OK? Donc, on commence par la solution Outlook. Est-ce que la solution Outlook peut être considérée comme un MTA? Oui ou non? Outlook, c'est quoi? Outlook, c'est quoi? C'est un Mail User Agent. Très bien. C'est une application qu'on utilise côté client. Donc, à éliminer. DoveCut. DoveCut, on a utilisé la solution DoveCut comme étant un serveur de réception. Très bien. Donc, ici, le DoveCut, c'est un serveur de remise des emails. OK? Voilà, solution Postfix. Bien sûr, c'est un MTA. Pourquoi? Puisqu'il assure la transmission des emails. OK? La solution Webmail. Webmail, c'est quoi? C'est peut être considéré comme un client de messagerie. OK? Voilà. Donc, la première solution est déjà Microsoft Exchange. Dans ce cas, Microsoft Exchange, c'est une solution complète. OK? Donc, on peut trouver à la fois l'agent MTA et l'agent MDA. OK? Voilà. Donc, ici, les bonnes réponses sont Postfix, bien sûr, comme solution open source, puisqu'on a utilisé cette solution au niveau de notre ATP. Sinon, même la solution Microsoft Exchange, elle peut réellement jouer le rôle d'un MTA. Pourquoi? Puisque c'est une solution complète. On n'a pas fait les deux agents à la fois. OK? Donc, les bonnes réponses, Postfix et MS Exchange. Bien sûr, il y aura d'autres solutions. Zembra, par exemple, c'est la même chose. C'est une solution complète. Et c'est une solution complète et open source. Fait à l'agent MTA et fait à l'agent MDA. OK? MS Exchange, c'est la solution propriétaire à la plateforme Windows. OK? C'est bon? Voilà. La question suivante, normalement, à partir de la même liste, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le MDA.
Voilà. Alors, on a le MDA. C'est quoi le MDA? C'est quoi le rôle du MDA? MDA, c'est pour dire Mail Delivery Agent. Haka wale? Alors, c'est quoi le rôle du MDA? MDA, c'est quoi réellement? C'est le Euh, service. pour placer le message aux boîtes aux lettres de clients. Voilà. C'est le service de remise des emails dans les boîtes aux lettres. C'est-à-dire, c'est un espace de stockage. OK? Au niveau de ce serveur, qu'est-ce qu'on va faire? On va réserver des espaces mémoire pour chaque destinataire, c'est-à-dire pour chaque client. C'est-à-dire, par exemple, là, nous sommes gérés par le domaine esprit.in, c'est-à-dire tous les clients de domaine esprit.in possèdent des espaces mémoire réservés au niveau du serveur MDA responsable sur le domaine esprit.in. OK? Voilà, donc de façon générale, il intervient donc en fin de la chaîne d'envoi d'un email. OK? Donc ici, c'est un espace de stockage, c'est un espace réellement, on peut dire que c'est une base de données. OK? Au niveau de cette base, on va stocker toutes les boîtes aux lettres de nos clients. OK? Voilà, donc comme MDA, quelles sont les solutions qui peuvent être considérées comme des MDA? C'est toujours, est-ce qu'on utilise le webmail? Dovecot. Bien sûr, webmail que non. Non. C'est une méthode pour vérifier nos boîtes aux lettres. Donc, il y a 10 mails jouent le rôle d'un client. OK? Postfix, c'est un MTA. Donc, ménage chez MTA. OK? L'application Dovecot, oui, très bien. Donc, Dovecot, c'est un serveur de remise des emails. OK? Outlook, qui m'a le webmail, c'est un client. OK? Par contre, la solution complète, il y a MS Exchange, fait deux agents à la fois, fait à l'agent MTA et fait à l'agent MDA. Donc, les bonnes réponses ici sont Microsoft Exchange et Dovecot. OK? Voilà. On a le MDA, il va gérer quel type de requête? Il gère les requêtes de réception. Et quels sont les protocoles utilisés pour la réception? IMAP. IMAP ou bien POP3. POP3. Très bien. Donc ici, on a deux protocoles de réception. OK? Donc, de façon générale, le MDA, elle est là. Il peut gérer à la fois les deux protocoles de réception, c'est-à-dire indépendamment du choix du client. Donc, il est en écoute sur deux numéros de port. OK? Il est en écoute sur le port 110 lorsqu'il s'agit des requêtes POP3. Il est en écoute sur le port 143 lorsqu'il s'agit bien des requêtes IMAP. Alors, réellement, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre le protocole IMAP et le protocole POP3? Par exemple, ici, la question, POP, je voilà. réponds, madame. Oui, vas-y. POP3, madame, il télécharge les messages sur la machine. Oui, Au IMAP, ils nous permettent كما قلت لك في الريponse, de consulter la boîte aux lettres via plusieurs appareils. très Donc, les bien. messages sont gardés au niveau du serveur. Très bien. Donc ici, avec le protocole IMAP, on garde la centralisation. Donc ici, le stockage des données, il est toujours chez le serveur. OK? Par contre, en utilisant POP3, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider l'espace accordé au niveau de la base et on va télécharger tous les emails sur la machine locale. OK? Voilà. Donc, principalement, IMAP, il nous offre la mobilité de l'utilisateur. OK? Donc, il nous permet d'assurer la mobilité de l'utilisateur. Pourquoi? Puisqu'il nous permet de consulter, bien sûr, notre boîte aux lettres en utilisant plusieurs appareils, en utilisant plusieurs machines. OK? Pourquoi? Puisque nos emails sont centralisés au niveau du serveur. OK? Voilà. Par contre, il nous permet, bien sûr, on a besoin d'avoir une connexion permanente pour pouvoir consulter ces emails. OK? Voilà. En utilisant POP3, il nous permet de télécharger toute la boîte aux lettres au niveau de la machine physique. Donc, le stockage, il est au niveau de la machine. Donc, est-ce qu'on a réellement contrainte de stockage au niveau du serveur? Je crois que non. Le MDA, c'est un serveur de stockage. Au niveau de notre MDA, il y a des limites de stockage. Si on a dépassé les limites, et je suis en train d'utiliser le protocole IMAP, j'ai dépassé les limites, les limites de stockage. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Est-ce qu'il va rajouter des espaces mémoire pour chaque utilisateur? Hmm?
نحكي توا على les inconvénients du protocole IMAP. Un stockage limité, l'inconvénient. Bon, le stockage des données, il est toujours limité. OK? Donc, le stockage principalement des emails. Donc, si on a dépassé les limites, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer des données de façon aléatoire. OK? Pour respecter toujours les quotas accordés pour chaque utilisateur. Par contre, en utilisant POP3, puisque le stockage est linéaire au niveau de la machine, donc on n'a pas réellement des problèmes par rapport à taille de la boîte aux lettres interne. OK? Et bien sûr, on peut consulter nos boîtes aux lettres sans l'utilisation, sans bien sûr le besoin d'une connexion permanente. Pourquoi? Il suffit juste de se connecter une seule fois, de télécharger toute la boîte aux lettres au niveau de la machine. Et voilà, donc maintenant, sans l'utilisation de la connexion permanente, sans besoin de la connexion permanente, je peux consulter ma boîte aux lettres. OK? Voilà, donc le protocole IMAP, il nous offre la mobilité de l'utilisateur. OK? Par contre, le protocole POP3, il nous offre quoi? Il nous offre, on a l'avantage, puisque le stockage des données il est au niveau de la machine. Et je peux consulter ma boîte aux lettres sans l'utilisation de la connexion. Oui, nous sommes Disponibilité. par rapport à la disponibilité. À part la disponibilité, bien sûr, on a la sécurité. OK? Pourquoi la sécurité? Puisque réellement, le protocole POP3, OK? Bien sûr, un des points faibles, ok, et bien sûr, l'utilisation, je peux utiliser qu'une seule machine, ok, voilà, puisque la centralisation, les courriers, elle est basée sur la partie client, ok, voilà. Par contre, le talent, ou bien on peut dire que l'avantage du protocole POP3 réside toujours في sécurité. Pourquoi la sécurité? Puisque toute la boîte aux lettres, elle est stockée en local. OK? Donc, bien sûr, علاش نحكيو على sécurité هوني même حتى نعرفوا les protocoles internes, ce sont des protocoles non sécurisés. Donc, IMAP, POP3, SMTP, ce sont des protocoles en clair. Ils possèdent leur version sécurisée. Si on a besoin de chiffrer la communication entre le client et le serveur. Mais ici, on discute le stockage des données. OK? De façon générale, un serveur de messagerie, elle est plus vulnérable qu'un client de messagerie. Pourquoi? Puisqu'il possède toujours une adresse IP qui est toujours fixe. Okay, je connais bien l'adresse IP du serveur de messagerie. De façon générale, les serveurs de messagerie sont en écoute sur 3 numéros de port, okay, sur le port SMTP, sur le port POP3, sur le protocole, le POP IMAP. Donc ici, principalement, les attaquants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exploiter ces vulnérabilités. Bien sûr, on aura d'autres types de vulnérabilités. Ils vont exploiter les vulnérabilités. Pourquoi? Pour voler des informations confidentielles. Et les informations qui sont stockées au niveau du MDA. Okay? Voilà. Au niveau des entreprises de façon générale, okay, dans les entreprises de façon générale, ils utilisent le protocole POP3. Pourquoi? Puisque réellement, chaque utilisateur, il possède un poste unique. Donc, il peut réellement consulter les emails depuis la machine connectée au niveau de l'entreprise. Okay? Il n'a pas besoin d'utiliser d'autres équipements. Okay? Bien sûr, il peut lire les emails en mode hors ligne, okay? C'est-à-dire, voilà, même on n'a pas de la connexion, toujours on garde les boîtes aux lettres internes installées au niveau de la machine. Okay? Et bien sûr, en utilisant des serveurs de sauvegarde, on peut dupliquer les données afin d'assurer la haute disponibilité en cas de problème. Et bien sûr, toujours, on garde les données internes stockées en local et on peut implémenter des solutions de sécurité pour sécuriser les données en local. Okay? Voilà pourquoi, pour éviter les attaques qui touchent la confidentialité au niveau du serveur. Voilà, le serveur, elle est vide. Tous les emails, tous les documents sont là au niveau de l'entreprise. Voilà, donc on peut utiliser nos propres solutions de sécurité afin de sécuriser principalement ces données. Par contre, en utilisant IMAP, toujours les données sont au niveau du serveur. OK? Donc, bien sûr, on peut avoir des attaques qui touchent la partie serveur qui vont voler des informations confidentielles. C'est pour cela, donc de façon générale, pour les utilisateurs qui cherchent la mobilité, okay, qui désirent consulter leur message depuis n'importe quel ordinateur connecté à l'Internet, okay, comme nous, les professeurs, les enseignants, les étudiants, on peut utiliser le protocole IMAP, mais bien sûr, on a besoin, okay, d'éviter l'échange des données sensibles en utilisant les serveurs de messagerie, c'est-à-dire des données sensibles comme
les numéros de carte, par exemple bancaire, numéro de carte SIM, des informations qui touchent réellement à des informations confidentielles comme les mots de passe, etc. Pourquoi? Puisque ces données vont être stockées de façon non sécurisée. Okay? Même pour les enseignants, on évite l'échange des examens en utilisant notre boîte de messagerie. Okay? Par contre, pour les entreprises qui cherchent la sécurité, okay? Donc c'est pour cela, les entreprises, ils utilisent de façon générale le protocole POP3. Il est conseillé, okay, que l'utilisation du protocole IMAP. Okay? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qui est architecture de messagerie, tout ce qui est les protocoles d'émission, les protocoles de réception, les avantages et les inconvénients de chaque solution? C'est bon? Voilà, donc pour C'est bon. l'envoi, très bien. Pour l'envoi, on utilise souvent le protocole SMTP. OK? Pour la réception, on a le choix, comme j'ai bien dit, entre les deux protocoles POP3 et IMAP. Alors, donc, SMTP, POP3, IMAP, ce sont des protocoles qui opèrent au niveau de quelques couches. Au niveau de la couche application. OK? Toujours, alors, les protocoles qui nous permettent d'utiliser des services, ce sont toujours des protocoles qui opèrent au niveau de la couche application. OK? Donc, comme tous les protocoles qui opèrent au niveau de la couche application, voilà, au niveau de ce qu'on appelle l'encapsulation, on a besoin de passer par des couches inférieures. Donc, ici, au niveau de la couche transport, à votre avis, ces protocoles utilisent le protocole TCP ou bien le protocole UDP, c'est-à-dire ils ont besoin d'avoir la route fiable ou bien la route rapide. Normalement, TCP, madame. Très bien, TCP, pourquoi? Puisqu'on cherche toujours la fiabilité. OK? Donc, toujours, on cherche la fiabilité. C'est pour cela, les protocoles de réception, de façon générale, les protocoles, quelle que soit d'émission ou bien de réception, ils utilisent le protocole TCP au niveau de la couche transport. On cherche toujours la fiabilité. OK? Très bien. Voilà. Donc, passons maintenant à la partie pratique. Donc, au niveau du TP, l'objectif, c'est quoi? C'est le fait d'échanger deux emails, OK, entre user 1 et user 2. User 1 ou user 2 seront bien sûr des utilisateurs locaux de la machine interne. OK? Et l'objectif, c'est le fait d'échanger les emails à travers réellement Atina deux tests. Okay. Le premier test, c'est à travers la commande telnet. Okay. Elle nous permet seulement de tester en local, okay, au niveau de la machine serveur. Sinon, en utilisant l'application de messagerie, qui est l'application, quel que soit Thunderbird sur les systèmes d'exploitation Linux et bien sûr Outlook sur les systèmes d'exploitation Windows. Okay. Donc, juste, on va commencer avec Santos pour vérifier le problème au niveau du répertoire personnel de l'utilisateur. Puis, on va voir avec Behé. OK? Essayez de préparer vos machines. Sinon, Santos, tu peux partager avec nous votre écran. Santos, est-ce que vous m'entendez? Oui ou non? Allô? Oui, Santos. Vas-y. Hein. Est-ce que tu peux partager votre écran, votre machine Oui, virtuelle? oui. Vas-y. Hein. J'arrête ma présentation. Voilà. 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 Ben, donc, essayez d'abord d'exécuter la commande ifconfig. On a besoin de vérifier l'adresse IP de la machine. Config. Oui, ifconfig, voilà, Ah, son nom. Entrée, voilà. Donc, votre adresse IP est 192, 168, 188, 130. Alors, au niveau du fichier main.cf, est-ce que vous avez déclaré My Networks, l'adresse réseau de votre machine, c'est-à-dire l'adresse 192, 168, 198.0/24? oui, oui. Oui.
OK. Donc, essayez d'exécuter la commande service postfix restart. Voilà. Très bien. Voilà. Essayez d'exécuter la commande telnet localhost SMTP. On va essayer d'en faire une. Voilà. Localhost SMTP. C'est-à-dire, on va se connecter sur le serveur postfix. Donc ici, on va utiliser un syntaxe qui est compréhensible par le serveur. Voilà, donc la réponse est 220, c'est-à-dire le serveur il est bien configuré. Donc, hello localhost, c'est pour dire hello from localhost. OK? Hello localhost. Hello, E-H-L-O. Voilà, espace localhost. Voilà pour dire je suis l'administrateur et je suis connecté à partir de la machine locale. Entrée. Dine à l'héritage pour dire voilà, très bien, vous êtes bien connecté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'envoyer un email, ok, en utilisant syntaxe compréhensible par le serveur. Donc, ici, mail Mail. from, ça sera from, les from directement. Hein. Mail from ليش كمان ها Les mail نحيها from directement. نحسب. Voilà, sinon, le support de TP, أنا باش نحله بالتليفون لحظة بركة. from, deux points, donc on a besoin de spécifier l'adresse source, هكا ولي. وبعديك l'adresse du destinataire. Juste essayer de respecter le syntaxe. Hein. Mail. Allez, c'est bon. أيه just Allez, أنا غلطتك. C'est mail from. Hein. مش from directement. Voilà. Mail from, espace, très bien. Deux points. Les بعضها, attention. Les بعضها. From, deux points, les بعضها. Allez, voilà. User 1 at esprit.com. Vous avez utilisé le domaine esprit.com. Hein. أيه. Voilà. RCPT pour dire l'adresse du destinataire. Tout. Voilà. Deux points. User2 at esprit.com. On va vérifier directement l'envoi user 1 à user 2. Sinon, FTP, tu peux envoyer user 1 à user 1 juste pour vérifier. Hein. D'accord. Voilà. Entrée. Il va vérifier l'adresse du destinataire. Voilà. OK. Donc, data pour dire voilà le corps du mail. Okay. Voilà. Entrée. Par exemple, bonjour. Quatrième année SAE1. Voilà. Point pour dire voilà, j'ai terminé le cœur du mail. Quitte, c'est pour quitter. Très bien. Tawa, on a bien testé et notre postfixe, il est bien configuré. Mais on a testé le fonctionnement de postfixe à partir de la machine locale. C'est un manière de localhost. OK? Tawa, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. Au niveau de l'étape aidée, on n'a pas créé un serveur de réception. Okay. Donc, on va vérifier au niveau du répertoire personnel d'un utilisateur qui s'appelle user2. Donc, je vais cd/home/user2. OK. D'accord. Ou amène entrée. Voilà. ls, c'est le contenu. Vas-y, elle est sakaha. Lélé, nahi, il dit. Elle est juste pour lister le contenu user2. Voilà, amène cd, mais il dit. CD, M majuscule. M majuscule, comme le tabulation, c'est ça. Voilà. ls. Lélé, c'est bon. Mais il dit entrée. Peut-être le répertoire par répertoire.
D'accord. Voilà. ls, normalement, je n'ai un dossier qui s'appelle new. Voilà. Voilà, c'est des new. Voilà. Entrée. ls pour lister. Voilà. Alors, je trouve le contenu de new شنو فيه. Voilà, on a un message qui commence par 51. Ben, pour dire le message, donc on a plusieurs commandes, soit j'édite, soit nanou, ou soit cat. Cat, elle nous permet d'afficher directement le contenu par le mail à le terminal. OK, cat et le nom de fichier. La commande cat, c'est AT, voilà, espace, ابدا حط 1 6 1 وكمل بالتاب والا copier-coller. Voilà, كمل بالتاب على خاطر voilà, exactement. Entrée. Et voilà le mail. OK? Sans قبيله قاعده D'accord. تحس chemin d'accès différent à chemin اللي عندك انت. OK? Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. OK? Pour la partie de Oui. en utilisant la même commande telnet. OK? Voilà, merci. D'accord. Merci. Merci à vous. Alors, Behé. Je partage l'écran, madame. Aïe, vas-y, Behé. Voilà, sans juste essayer d'arrêter la présentation. Hein. Ah, ok, vous êtes en train de... Voilà. Voilà. Ben. Donc, Behé, c'est quoi le problème? Donc, là, votre problème, c'est au niveau de l'agent MTA. كي جيت يظهر لي هذايا آخر كوموند تلنت لوكال هوست بوب 3 وجاتني l'erreur هذايا authentication failed. Behé, tu as bien testé que votre agent MTA, il est bien fonctionnel avec la commande telnet. Telnet localhost SMTP. البوست فيكس يظهر لي عملت له تيست هكاك. Aïe, جربنا telnet localhost SMTP. On va tester l'émission. OK? SMTP. Hein? أو كتبت أنت. اي غلط. Voilà. Donc, le premier test, voilà. Donc, hello localhost. Qui m'a مع Sands. Voilà. Hello localhost. Je suis connecté à partir de la machine locale. Voilà. Donc, mail from. Mail espace from. أي mail from. Vas-y, به. Deux points. Inférieur avec. From. Hein. كتبت في syntaxe. Hein. اوكي. Voilà. عندك un problème au niveau du clavier? ليه سي بون. Voilà. Alors, user 1, à esprit. Et maintenant, c'est quoi le domaine que vous avez utilisé? Vous avez utilisé même le domaine esprit? Oui. هذا Ah ouais. Sakar. نعمل Et Sakara, سي voilà. بون. Et entrée. Il dit OK, normalement. Voilà. نعمل RCPT, tout. On est à l'adresse du destinataire. RCPT. OK? Espace tout. On doit préciser TAO. Voilà. Tout, T-O. Voilà. Voilà. User 2, esprit.com. Voilà. Voilà. Donc, data, pour dire voilà le corps du mail. Data, le mot data. Voilà. Bonjour, voilà, hello, voilà, n'importe quel message de test. Voilà. Entrée. Point, pour dire voilà, j'ai terminé. OK. Quitte pour quitter. OK. Voilà. Donc, ici, on a bien vérifié notre émetteur. OK. Que l'agent de l'émission, il est bien configuré. NTB, tu as installé l'agent de réception. Donc, au lieu de tester, de vérifier avec la commande cd /home /user2 /maildir/new, qu'est-ce qu'on va faire, Tao? On va se connecter, OK, avec le compte de user2 sur notre serveur de stockage. OK. Donc, Tao, qu'est-ce qu'on va exécuter? On va exécuter la commande. Non, c'est telnet. OK, on va se connecter au serveur de stockage. Donc, je note le compte de user2.
telnet, localhost. Ok, par contre, maintenant, on va utiliser le protocole de réception POP3. Ok, je me connecte directement des serveurs DevCut. Ok, telnet, Ok. localhost, POP3. POP3. Ah, ok, DevCut is ready. Il est bien configuré. Ah, J'ai ok. besoin de saisir username. Donc, user, espace, user, c'est pour dire le nom d'utilisateur, espace, user2. Donc, on va se connecter au compte de user2. OK, entrée. OK, femme utilisateur qui s'appelle user2. Elle passe, j'ai besoin de saisir le password de MTA. OK, passe, P-A-2-S, voilà, espace, hot le password اللي حطيتها user2, c'est quoi? C'est user2. Et là, pour moi, j'ai créé user2. انت ما نعرفش c'est quoi votre mot de passe. Voilà. Très bien. L'utilisateur, il est bien authentifié. Pourquoi? Alors, au niveau de la configuration, quand tu fais un fichier d'authentification, on va saisir la méthode d'authentification, mécanisme d'authentification. On a plain login. Alors, dès qu'on utilise des mots de passe non chiffrés, c'est lisible. OK? Donc, exécuter la commande list. List, c'est pour lister. Voilà, entrée. Donc, voilà, deux messages. Deux messages. Donc, RTR1 pour lire le premier message, RTR2 pour lire le deuxième message. R, Re, RTR, RETR2. Je n'ai le dernier message. Entrée. Je t'ai le mot bonjour. ah, ok. Donc, tawa, l'émission, le serveur MTA ou le serveur MDA sont bien configurés. OK? Par contre, en local, toujours en utilisant la machine locale, en utilisant localhost interne. OK? Vous quittez. Donc, on quitte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser l'application graphique. Est-ce que tu as installé l'application Thunderbird? تلقاها يمكن Internet. عندي ديجا ولا إيه؟ تلقاها في الانترنت. اللي مش في الاكسسوار. اه بشوية. L'internet. Voilà. Donc, la هاي Thunderbird. Voilà. Exactement. Donc, soit vous exécutez la commande you install Thunderbird, ok, تلقاوها ديما في Internet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Tao? On va utiliser l'application graphique. Ok, donc on va tester graphiquement l'émission ou la réception des emails. Ok, استنيها شوي. Juste كنت نجم بها حط لنا بلان écran. Voilà. Ben. Les juste نحية ديك you do like your new email. Voilà, donc create new account. Donc on va créer un nouveau compte. نتاع user 1 ou نتاع user 2. Ok, créer new account. Voilà. Donc Skype this. Voilà. Aïe, voilà. Voilà. Donc your name. Your name, c'est user 1. Non, c'est user 1. اه باش نجرب C'est user 1. Your name, user 1. L'adresse email نتاعك, c'est esprit.com. Voilà, c'est user 1. Password نتاعك. Essayez, je crois que le password. Get a new account. Voilà, manual configuration. نمشيو manual configuration. Pourquoi? على خاطر manual configuration. On va saisir les paramètres internes. OK? Voilà. Donc, le nom d'utilisateur, l'adresse mail, le password. Maintenant, je dois saisir le serveur. IMAP, donc tu as le droit entre juste le protocole. Voilà, tu as le droit entre IMAP au POP3 et Nahuni. Je vais utiliser l'application Thunderbird pour connecter deux boîtes aux lettres. Donc, j'utilise le protocole. IMAP. OK? Voilà. Server hostname. Est-ce qu'on a déclaré réellement l'autre serveur de messagerie qui s'appelle mail.esprit.com au niveau d'un serveur DNS? Bien sûr que non. Ma la configuration DNS. Donc, au niveau de spécifier un nom de domaine, je vais utiliser directement l'adresse IP. OK? Le nom de domaine avec. Qu'est-ce qu'on va saisir? On va l'adresse IP, voilà, de la machine interne, OK, dans laquelle on a installé juste pour vérifier. Voilà, config. Alors, avec de façon générale, on peut essayer d'utiliser des adresses fixes. Voilà. OK? Donc, avec, voilà. Le numéro de port pour le protocole IMAP, c'est le protocole 143. Très bien. نمشيو للoutgoing server.
معناها هنا on a spécifié le protocole de réception حطينا l'adresse IP du serveur MDA توا l'SMTP on n'a pas le choix de choisir ok l'adresse IP bien sûr du serveur MTA c'est toujours la même adresse IP على خاطر la postfix ou le devcode sont installés sur la même machine ok voilà donc on va spécifier la même adresse IP le numéro de port c'est le port 25 ok voilà, طيب باش نكملوا في les paramètres. Est-ce qu'on a créé un certificat numérique? Non. Non. Donc, hot, مش autodidacte, hot known. Ok, c'est known. ليه تحت ال SSL. باهي طبعا تحت ال SSL. Ah, ok. Exactement, hot known. On n'a pas configuré les في l'IMAP, les في le SMTP. J'utilise des protocoles en clair. Ok? Voilà, l'authentification, c'est en utilisant un mot de passe en clair. Ok? Donc, hot, normal password. Pour les deux. Normal password. Ok? Voilà. Le username, au niveau de la machine, il s'appelle seulement user1. Au niveau d'une autre machine, il s'appelle user seulement. Ok? Voilà, très bien. Voilà. Outgoing user 2 ولا إيه؟ Les out. Ah, Dis-moi, ok. je suis en train de configurer le compte de notre utilisateur user1. أي. Donc, نعمل done. باش يخرج لي un warning نتاع sécurité. على خاطر j'utilise des protocoles non sécurisés. Voilà, I understand this risk. Voilà. Done. Voilà. حط inbox في اليوزر 1. تلقى même les emails اللي بعثهم بالتلنت. كان بعثت له des emails بالتلنت اعمل get message هكا الفوق. ما بعثلوش انت دي ميساج لليوزر 1 بالتلنت. من بالتلنت. من 1 ل 2 بعد. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un nouveau utilisateur qui est le user 2. Donc, il clique sur le user 1, hot setting, clique sur la droite. Voilà. Setting. Donc, tu add new account. Account action. Juste à droite. Voilà. Add mail account. On va rajouter un nouveau utilisateur. Tawa, il s'appelle user 2. 2. Voilà. Donc, user 2 @esprit.que. OK, comme la première configuration. Hein. Mot de passe user 2. Voilà. Voilà. Manual configuration, puisqu'on a besoin de spécifier les adresses IP, etc. Voilà. Donc ici, on doit spécifier l'adresse IP de la machine, puisqu'on n'a pas réellement assuré la résolution. Sinon, on peut faire la résolution locale à travers le fichier hosts. OK? Là, je me hotmail.esprit.in, voilà, .que. Puis, tu as la résolution au niveau du fichier hosts. Voilà. Très bien. L'adresse IP du serveur MTA qui est installé sur la machine. Le port, c'est 25. SSL, no. On n'a pas créé réellement certificat numérique. Voilà. Normal password. Le nom d'utilisateur, c'est toujours user2. Hein. On a un utilisateur qui s'appelle user2. Nahil Ata. Très bien. Done. Done. Très bien. C'est bon. I understand the risk. And done. Voilà. توا نرجعوا réellement للكونت نتاعنا دونك باش نلقاو voilà les deux boîtes aux lettres notre ligne box voilà لقيتهم لي زيميل اللي بعثتهم قبيله بالتلنت زي التيست نتاع البارح بونجور نتاع اليوم بونجور. voilà توا on essaye d'envoyer un email بالجرافيك اعمل write new email توا باش نرجعوا من اليوزر 2 لليوزر 1 par exemple ok voilà to user 1 @esprit.que حط subject par exemple en utilisant graphique voilà test voilà hello voilà كيما تحب voilà corps du mail نتاعك send voilà par contre هوني خرج لنا warning هكا ولا c'est par rapport ايرور جملة مشهورة. error تاع شنو اعمل اوكي comme si فما réellement le trafic SMTP il est bloqué. Est-ce que Béhé, tu as configuré les règles de filtrage au niveau de l'EPI tables? اي حطيتهم في آخر الفيشي ولا حطيتهم juste في اخر الفيشي.
voilà. Donc, احنا de façon générale, je crois عندنا ordre de priorité. خاطر عندك فما règle تقول deny all بعدها انت زدت تحلي des règles de filtrage. Essayez باش مم. تحل terminal, ok? Donc, c'est pas un objectif de notre module. Essayez d'arrêter les p-tables. Un service et p-tables stop. Ok? Voilà. Stop. C'est-à-dire, on va arrêter toutes les règles de filtrage. Service, service. سامحني, service. إما service HTTP listed, أي. service, et p-tables stop. C'est-à-dire, on va arrêter toutes les règles de filtrage. Ok? Juste, حاول تعاود تبعت, sinon tu dois reconfigurer le compte. كيمشي غادي يخرج لك les erreurs. قاعد يخرج. user user 1 to user 1 at esprit.com. نمشيو للكونت نتاع اليوزر 1 جوست هاكا باش en attendant on applique معناها les règles internes خاطر هذه c'est un problème de sécurité. OK, comme si l'application Thunderbird qui تبعت le trafic en utilisant le port 25, le trafic il est un peu bloqué. OK, write هاكا write new mail. Sinon ben في الماي نيتوركس tu as déclaré l'adresse réseau نتاعك انت ولا حطيت adresse IP؟ اي بي. Oui. ادريس متاعي معناتها اللوكال. Aïe, mais on a besoin de déclarer une adresse réseau, une adresse IP. On a besoin réellement de déclarer une plage d'adresse. OK? Donc, حط اي بلاصتها. حطيت اللوكال والمعاك ال 127 هيك خليت Et هذيك 127, لاج معناتها. on a utilisé le 127 juste pour appliquer la commande telnet. Mais هو qui قال لك my network, c'est-à-dire un réseau. OK? Pourquoi? Puisque les clients, OK, qui vont utiliser réellement ce serveur, ils vont utiliser des adresses IP différentes. OK? Les adresses IP, donc on fait partir toujours de l'adresse réseau. OK? Ben, يجرب انت مم. منهم. Non, le problème, c'est au niveau du fichier de config. OK? Voilà. Lors de l'authentification, il n'arrive pas à détecter. Voilà. Ben, نمشيو للفيشيer main.cf. عندنا terminal. Voilà, j'édite /etc /postfix /main.cf. Voilà. Ben, نمشي directement حط في السيرش حط my networks. Voilà, my networks. OK? Voilà. زيد هبط مازال فلوطة شوية. أي زيد هبط. Voilà. Donc عندك my networks ولا لا؟ هذيك ريتها اي 127.0/8. انت هوني tu dois déclarer 192.168.196.0/24. OK? C'est-à-dire on a besoin de l'adresse réseau et non pas de l'adresse IP. فهمتني؟ وي. Pour autoriser tous les utilisateurs de cette plage d'adresse à utiliser le serveur de messagerie. فهمت معناها n'importe quel client qui utilise n'importe quelle adresse IP qui fait partie. نزيدو نثبتو في int interface. int interface بدلتها إيجالة all ما خليتهاش إيجالة local بركة. نورمالمون بدلت. int interface voilà. وين ظهر لي كتبتها غلطة. int interface على فكرة. نزيد أهبط شوية. Les cas juste, ce sont des commentaires. يمكن مش في شيء هذا جميل. Les fichiers, je suis sûre, je suis le fichier. Il y a juste نشوفها في التي بي من ضمنها. la ligne, on cite la ligne, mais c'est init Inet. interface Voilà, مش init. voilà, Inet interface, exactement. لقيتها. ولا تطلعش ناحيتها يبهي. ما نتصورش. C'est Inet-8 interfaces à la fin. interfaces. Ouais.
ونلقى واحدة بركة. نت. نجم نلوج بالليني مدام. Le problème, il y a au niveau du DP, on n'a pas indiqué la ligne, mais normalement, après la ligne 100, juste foot ligne 100, on fait ça. OK? أي كيفاش نلوج بال تطلع search هيك view search تلقى go to the line finalement هيك la dernière ligne go to the line حط 100. Là, on va commencer par la ligne 100. حطيت my origin égale à man de my. هاي. Voilà. int interface égale à all. ب ريت حتى اللوكال هوست اللي تحتها خليها voilà c'est pas grave. عمل CTRL S save et on a besoin de redémarrer le service, hein. Save, voilà, service postfix restart pour prendre en considération les modifications. Restart, voilà. Ok, voilà, نرجع l'application graphique. Avec le localhost قاعد يتعدى, mais à travers l'adresse IP مش قاعد يتعدى. فهمت le problème? Voilà. Essayez باش تكتب un nouveau mail خاطر باش يقعد يخرج لك في الفيلد message من cancel. Voilà, donc ça. Voilà. Un ça. Because connection to outgoing server SMTP failed, the server may available or is SMTP connection. Ben, donc, اعمل OK. Juste, on va tester avec la commande telnet. Juste, je نرجع voilà. Donc, اعمل telnet. L'adresse IP, مش localhost, hein. L'adresse IP. 192.168. Voilà. L'adresse IP de votre machine. Voilà. Espace SMTP. On va essayer de vérifier est-ce que l'adresse de ta serveur elle est bien configurée. Refused. Le problème c'est au niveau de l'adresse IP. عاود اعمل if config ترى 132 176. Donc mais sûr tu n'as pas déclaré l'adresse IP في بلاصة أخرى. le essaye juste de redémarrer la carte réseau. عمل service network restart. Network restart, voilà. سكر la carte réseau باش نستناوها شوية. استناني لحظة. شنو اللي طاح وتسكر هذاك؟ لباك بركة. ما عندكش لا carte TH0. اعمل if config ETH0 down. Apparemment عندك un problème في الكارت réseau. if config ETH0 down. استناها juste تسكر الفوق على خاطر ما عطاتش حتى indication. هيك تسكرت. Voilà, if config ETH0 up. Voilà. خاطر ريت كي نعملوا دو فاسون جينيرال كي تعمل سيرفيس نيتوركينغ ريستارت وما تتسكرلكش الانترفاس نتاعك سكو سما بروبليم دو كونيكت. فهمت؟ اعمل if config تاع ETH0 pour vérifier l'adressage IP. C'est 100. On a gardé la même adresse IP ou il a changé d'adresse IP? Il a changé. كان 132 ولا 131. Voilà, donc au préalable, il est connecté sur l'adresse 131. فهمت؟ واحنا on a utilisé l'adresse هذيك على توا رجع البوست فيكس. عاود ريستارتي البوست فيكس خاطر en utilisant toujours la même adresse réseau. OK. ما يلزمني نمشي نبدلها اللي حطيت الماسك.
لازمك تبدلها في لي كونت نتاع اليوزر نتاعك، فهمت؟ مم. فوالا. فوالا جرب التلنت راه توا. تلنت. فوالا l'adresse IP 168. Voilà. 130. Rien. SMTP. Telnet connection refused. Oui. Service IP table stop. On a exécuté cette commande, hein. مم. باهي. juste باهي essaye باش تعاود تعمل les configurations نتاع اليوزر اكونت نتاعك en utilisant l'adresse IP 131 هذيا. أي حطيت. Voilà. Ou essaye باش tester en graphique avec معناها la partie avec la nouvelle adresse IP. OK. وقول لي Ok, بعديك شنو هو الرetour. OK. Je vais ok, partager avec madame. vous juste la partie test. OK. Ok, Voilà. merci. Merci. Une fenêtre. Voilà. Donc pour les autres, principalement en respectant la même configuration faite avec Behe. Donc toujours en utilisant l'application graphique. Allez-y. Ouais. Ah. Voilà, donc en respectant toujours la configuration de postfix, on a besoin, n'oubliez pas, au niveau du fichier main.cf, on a besoin de déclarer l'adresse, réellement l'adresse réseau, et non pas toujours l'adresse IP. Essayez de déclarer l'adresse réseau de votre machine. OK? Sinon, au niveau de DovCut, on a besoin de spécifier chemin d'accès, c'est-à-dire slash, par exemple, home, slash user 1, slash maildir. OK? C'est le répertoire personnel de chaque utilisateur. OK? Et finalement, on va tester avec la commande telnet. Donc, telnet postfix SMTP. OK? C'est pour vérifier la configuration de postfix en utilisant toujours, euh, voilà, donc en utilisant toujours l'application, en utilisant toujours le localhost interne. OK? Voilà le terminal. 7x fr. Voilà. SU- pour avoir toujours les permissions d'un super administrateur. Et voilà. Donc, je vais vérifier l'adresse IP de la machine. Donc, il prend beaucoup de temps le système d'exploitation. Voilà. Donc, if config. Voilà. Donc, je suis en train d'utiliser l'adresse 192.168.48.136. Mais je vais vérifier au niveau de fichier de configuration. J'ai dit slash etc postfix main.cf. OK. Voilà. Donc, My Networks. OK, je vais vérifier la partie. Voilà, fait le My Networks. OK. Je dois principalement annoncer l'adresse IP de la machine. OK. Donc, normalement, le postfix elle est préinstallé avec une adresse bien définie. Je vais tester au niveau de l'autre machine. Sinon, ici, on doit déclarer toujours l'adresse IP de la machine physique. OK. C'est-à-dire l'interface ETH0. En utilisant l'application Thunderbird. Alors, donc, la machine, elle est préconfigurée au préalable. Je ne sais pas c'est quoi le problème au niveau de la machine virtuelle. Voilà. Mais normalement, l'application Thunderbird, je vais vérifier juste les clients installés au niveau de l'application Thunderbird. Alors,
Voilà, donc en attendant juste le démarrage de la deuxième machine, pourquoi? Puisque j'ai testé sur deux machines différentes, ok? C'est-à-dire j'ai installé les deux applications Thunderbird sur deux machines virtuelles, ok? Donc pour pouvoir tester la consommation de services à distance, ok? Voilà pour moi la configuration, ok? Donc et donc les comptes qui sont configurés, ok? En tant que client bien sûr. Donc voilà un user qui s'appelle user de @esprit.com. Donc ici on a les messages, ok? Qu'on a reçus avec la commande telnet. Donc ici on a sans réellement objet. OK, voilà. Donc, ils sont reçus avec la commande Telnet. Les autres, voilà, en utilisant réellement l'application graphique. OK, voilà l'historique des emails échangés. OK, voilà. Par exemple, ici, j'ai envoyé réellement un message from CentOS 1 to CentOS 2. OK, c'est-à-dire j'ai réellement échangé les emails entre deux applications. OK, voilà. Donc, il y a réellement, c'est la partie bonus, c'est-à-dire le fait d'envoyer deux emails entre deux système d'exploitation, quel que soit, oui, j'ai utilisé pour moi CentOS seulement. Sinon, vous pouvez utiliser l'application Outlook installée sur votre machine physique. OK? C'est bon? Voilà, donc Kima, au niveau du serveur web, on a testé à partir de la machine physique, ok, la consommation du service web avec l'application de messagerie. La partie intégration ou bien la partie consommation à distance, c'est le fait d'échanger les emails entre l'application, par exemple, Outlook installée sur la machine Windows et l'application CentOS installée sur la machine virtuelle. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant la partie messagerie? C'est bon? Donc, le premier test, c'est en utilisant seulement la commande telnet, comme on a bien testé avec Sans, ok, le fait d'utiliser la commande telnet entre telnet localhost SMTP ou telnet localhost POP3, ok, c'est pour vérifier que le serveur il est bien fonctionnel en local. Puis, le deuxième test, c'est à travers l'application graphique, avec l'application Thunderbird ou bien Evolution ou bien Outlook sur votre machine physique. Ok, voilà. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la partie le nouveau service qui est le service DNS, ok, le service qui assure réellement la résolution de nom. Ok, donc le support de cours il est déjà disponible sur votre Classroom. Juste quelques secondes en attendant le partage au niveau de Google Meet. Voilà. Sinon, Bahe, est-ce que vous êtes en train de tester l'application? Voilà. مازال configuration. Ok, vas-y, juste تخدم قول لي. Voilà. Arrêtez. Exactement. Voilà, donc on a commencé réellement par quelques services basiques comme le service de résolution de nom, on a commencé par le service web, le service qui nous permet de naviguer sur Internet. On a vu l'utilité du serveur de messagerie. En tant que client, on utilise toujours les applications de messagerie. Aujourd'hui, on va voir le nouveau service qui est le service de résolution de nom. Ok, donc c'est un service réellement qui nous permet de faire les correspondances entre les noms de domaine et les adresses IP. Ok, de façon générale. On a l'identifiant unique des machines sur Internet, c'est toujours le nom de domaine ou bien l'adresse IP. Comment on peut identifier? Très bien, Mortada, c'est toujours en utilisant les adresses IP. OK? Donc, réellement, quel que soit le navigateur, l'application de messagerie, elle a besoin toujours de quoi? Des adresses IP pour pouvoir localiser les machines sur Internet. OK? Donc, ici, on a principalement un problème technique. Pourquoi? Puisque l'utilisateur, il est en train d'utiliser un nom de domaine. Par contre, les applications, ils ont besoin réellement des adresses IP pour pouvoir rejoindre les machines. OK? Donc ici, comment on va corriger ce problème technique? C'est grâce au serveur qui assure les correspondances. C'est toujours le serveur qui s'appelle le serveur DNS. OK? Donc au niveau de ce cours, on va comprendre le principe du protocole DNS. On va voir la notion réellement, la différence entre un serveur DNS dit primaire et un autre dit secondaire. OK? Voilà. Donc au niveau de la partie pratique, on va installer, on va configurer, on va tester principalement la solution Bind. OK? Voilà. Donc, ce qui est nouveau par rapport aux autres cours, c'est la partie intégration. OK? C'est-à-dire ici, on va essayer d'assurer l'intégration entre notre serveur web, qui est
configuré au niveau de la première séance est principalement le serveur de résolution de nom. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'atteindre le site web sans l'utilisation de fichiers hosts. Okay? Donc, on se base aujourd'hui sur la résolution à travers le serveur DNS. OK? Voilà, durant les TP, OK, surtout le TP, tu as le service web. OK? Et donc, est-ce qu'on a configuré un serveur de résolution de nom avec le web durant le premier TP? Alors, pour atteindre les sites réellement, on a utilisé le nom de domaine ou bien les adresses IP pour atteindre les sites? Site 1, site 2, site 3, site 4. Au niveau de l'URL, est-ce qu'on a Nom saisi de domaine. le domaine? Et comment le système il a fait la résolution? L'URL, le navigateur, il a besoin de l'adresse IP. Est-ce qu'on a déclaré les sites internes sur un serveur public? Non. Non. Alors, Sur localhost. sur local, mais qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un fichier qui s'appelle Host. host. Très bien. Donc, ce fichier, il assure réellement quoi? Il assure la résolution locale. C'est-à-dire, je peux atteindre les sites en utilisant le nom de domaine, mais au niveau de la machine locale. OK? C'est-à-dire, j'ai besoin toujours de configurer le host de chaque machine client pour assurer la résolution. OK? Donc, on a principalement, dans tous les systèmes d'exploitation, on a deux types de résolution. La résolution locale, c'est toujours grâce au fichier host. Elle est configurée de façon manuelle, OK, de façon statique. Et toujours un fichier qui s'appelle resolve.conf. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'adresse IP du serveur DNS qui est autoritaire sur la zone. Okay? Donc ici, on va interroger le serveur DNS afin d'avoir des correspondances. Okay? Voilà. Donc, bien sûr, ici, on a deux types de résolution, la résolution locale et la résolution à travers le serveur DNS. De façon générale, la résolution locale, c'est une résolution principalement manuelle, okay, configurée statiquement par l'administrateur. Okay. Bien sûr, oui, la modification elle est faite sur toutes les machines connectées sur le réseau. En tant qu'administrateur, bien sûr, j'ai besoin d'avoir un système automatisé afin de principalement d'envoyer les réponses aux différentes machines de réseau local. Okay? Par exemple, à Esprit, est-ce qu'on a besoin de modifier le fichier host pour chaque utilisateur, pour chaque client, pour avoir un accès sur le site google.com, ou wikipedia.com, ou youtube.com? Est-ce que c'est possible de faire ça? C'est fiable principalement. Bien sûr que non. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire de façon générale? Nous sommes connectés à l'Internet grâce à quoi? Grâce au serveur DNS. OK? De façon générale, l'adresse IP du serveur DNS, elle est stockée dans un fichier qui s'appelle resolve.conf. OK? C'est qui Resolver? Il joue le rôle de quoi, Resolver? Resolver, c'est le client de service de résolution de nom. Okay? Donc, de façon générale, le navigateur, elle utilise le protocole HTTP. L'application de messagerie, elle utilise le protocole SMTP ou bien POP3 ou IMAP. Donc, ici, pour la résolution de nom, on a besoin d'utiliser un autre protocole, un protocole qui s'appelle DNS. DNS, c'est pour dire quoi? DNS, c'est pour dire Domain Name System. Okay, c'est le domain name system. On va voir pourquoi c'est tout un système qui assure la résolution de nom, mais réellement qui est le client qui nous permet réellement, qui nous permet réellement d'interroger les serveurs, okay, afin de trouver des correspondances, c'est Resolver. Okay? Resolver, dans ce cas, il joue le rôle d'un client réellement du serveur DNS. Okay? Donc, pour interroger Resolver, donc de façon générale, on a deux types de résolution. Okay? On a la résolution directe et on a la résolution inverse. Okay? C'est-à-dire la résolution directe. La résolution directe, c'est-à-dire On lui donne le nom du domaine et il fait la correspondance. Il le transforme en une activité. Voilà, donc en tant qu'être humain, je connais bien le nom de domaine. Par contre, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'adresse IP. Okay? Donc, quelle est la commande à exécuter au niveau de terminal? Quelle est la commande qui nous permet d'interroger directement un serveur DNS? Est-ce que vous vous rappelez de la commande? On a utilisé cette commande au niveau de la première séance. Alors, donc, est-ce que j'utilise le terminal de ma machine physique? Est-ce que c'est lisible?
Alors, la commande, c'est ns lookup. Pour assurer de la résolution directe, on a besoin de saisir un nom de domaine. Par exemple, je vais saisir le nom esprit.tn. OK? Voilà. Donc, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est quoi? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, on a l'adresse IP de qui? 192.168.1.1. C'est l'adresse IP du serveur DNS autoritaire sur Amazon. Par exemple, pour les étudiants à Esprit, on aura l'adresse 172.16.1.1. OK? Voilà. Par contre, chez moi, à la maison, par exemple, c'est l'adresse IP de qui? C'est l'adresse IP de la boîtier ADSL. OK? Pourquoi? Puisqu'au niveau de cette boîtier, on va trouver l'adresse principalement le serveur DNS, le serveur DHCP, qui sont connectés sur le réseau. OK? Donc ici, quelle est la réponse? La réponse, c'est 41.226.11.246. C'est quoi cette adresse IP? C'est l'adresse IP de qui? C'est l'adresse IP de site esprit.in, c'est-à-dire c'est l'adresse IP du serveur web qui héberge le site esprit.in. Donc, il faut directement à le navigateur, on va voir directement le site esprit.in. OK? Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la résolution directe. Alors, donc ici, on a besoin de la résolution reverse. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller à la résolution reverse. C'est-à-dire, je connais bien l'adresse IP et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de savoir quel est le serveur qui héberge, OK? Ou bien quel est le nom de domaine qui utilise cette adresse IP. Alors, est-ce que vous connaissez l'adresse 8.8.8.8? Vous connaissez cette adresse IP? Oui, Elle est utilisée par qui? par Google. Par Google. Voilà. Donc ici, on va contacter le serveur DNS, OK, pour demander quel est le serveur qui utilise cette adresse IP. OK? Voilà. Donc, entrée. Voilà. Alors, qui utilise cette adresse IP? Quel est le nom de domaine qui utilise cette adresse IP? C'est Google. C'est le DNS.google. OK? C'est le serveur DNS, OK, qui est public, OK, qui est fourni par l'entreprise Google. OK? Alors, et là, je connais une autre adresse IP, il y a 8.8.4.4. Alors, est-ce que vous connaissez cette adresse IP? C'est le DNS secondaire du Google. Voilà, donc on va interroger le serveur DNS, OK? Voilà, donc la réponse, c'est toujours le DNS de Google. C'est-à-dire, Winnie, un nom de domaine, il a utilisé réellement deux machines, OK, pour fournir la réponse. Mané, Winnie, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi, à votre avis? Lorsqu'on a besoin d'avoir deux machines, OK, une machine primaire et une autre machine secondaire, afin principalement d'implémenter notre serveur. Réellement, le serveur interne, il est basé sur un ensemble des machines qui offrent exactement le même type de service. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est ce qu'on appelle la haute disponibilité. C'est-à-dire, on va rendre le service interne toujours disponible. Même en cas du problème au niveau du serveur primaire, on bascule vers un autre secondaire. L'objectif, c'est quoi? C'est d'assurer la haute disponibilité. Okay? C'est principalement réduire ce qu'on appelle le downtime, c'est-à-dire notre service, elle est toujours disponible. Okay? Alors, pour rendre un service disponible, on utilise ce qu'on appelle les clusters. Okay? C'est quoi un cluster? C'est un ensemble des machines, okay, qui offrent exactement le même type de service. Okay? Donc, les clusters, réellement, on a deux types. Donc, par contre, aujourd'hui, on va discuter seulement du premier type, c'est le cluster active passive. Je vais un cluster active passive, c'est-à-dire j'ai deux machines, ok? Donc, la première machine, elle utilise l'adresse 192.168.1.10. La deuxième, copie conforme, c'est-à-dire on a la même configuration, les mêmes informations, les mêmes ressources. Par contre, cette machine, elle utilise l'adresse 192.168.1.11. Donc, toujours, la machine primaire, elle est en train de traiter les requêtes. Okay? La deuxième machine, toujours, elle est en stand-by. On peut dire que cette machine, c'est une principalement machine secondaire. Elle est configurée, elle est là. Par contre, elle est en stand-by. Okay? Donc, est-ce qu'elle va traiter les requêtes? Non, elle ne va pas traiter les requêtes. La première machine seulement, elle va traiter les requêtes envoyant, bien sûr, par les clients. Okay? Donc, lorsqu'on a un problème au niveau du premier serveur, qu'est-ce qu'on va faire?
on va basculer de façon automatique vers la deuxième machine. Okay? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de traiter les requêtes envoyées par des clients. Okay? Même en cas du problème, en cas d'une attaque, en cas d'une mauvaise configuration, donc toujours, on a le service, elle est bien fonctionnel. Okay? Voilà, donc cluster master slave, ou bien on peut dire un cluster machine primaire et machine secondaire, elle est là pour assurer la haute disponibilité. OK? Voilà, l'objectif, c'est d'avoir un service qui est toujours disponible. C'est pour cela, par exemple, le DNS de Google utilise réellement deux adresses IP. La première adresse IP, elle est réservée pour la machine primaire. Deuxième adresse IP, elle est réservée pour la machine secondaire. OK? Bien sûr, en utilisant, qu'est-ce qu'on utilise? En utilisant toujours un client qui s'appelle Resolve, OK, dans ce cas, OK? Par exemple, j'ai besoin d'atteindre un site, OK? Et bien sûr, au niveau de l'URL, je suis en train de saisir un simple nom de domaine, OK? Voilà, donc le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut utiliser le protocole DNS? Le Non. navigateur? Non, bien sûr que non. Donc ici, il a besoin de quoi? Il a besoin de contacter l'application qui utilise le protocole DNS. Donc, qui va jouer le rôle d'un client? C'est ce qu'on appelle Resolve. OK? Voilà, Resolve, qu'est-ce qu'il va faire? Resolve, il va chercher en local. S'il n'a pas trouvé la correspondance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête DNS vers qui? Vers le serveur DNS. Et bien sûr, Resolver, il connaît bien l'adresse IP du serveur DNS primaire. Pourquoi? Puisque cette adresse IP, elle est stockée dans un fichier qui s'appelle /etc/resolve.com. OK? Voilà, il va envoyer cette requête pour demander, par exemple, quelle est l'adresse IP, OK, correspondante au site www.esprit.com. Donc, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher en local, OK? Il va chercher dans sa base, puis il va renvoyer la réponse qui est toujours une adresse IP. OK? Voilà, Resolve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter cette correspondance en local, bien sûr, pour d'autres utilisations futures, et puis il va renvoyer la réponse au serveur, au navigateur. OK? Et comme ça, avec l'adresse IP, le navigateur, bien sûr, il peut atteindre le site, il peut atteindre la machine ou bien le serveur qui héberge le site, il peut avoir une réponse. OK? De façon générale, DNS est un protocole qui opère au niveau de la couche application. Okay? Il utilise le port 53 de façon générale. 53, c'est côté, bien sûr, serveur. Côté client, donc toujours on utilise des numéros de port supérieurs à 1024. Okay? Voilà. Donc, à votre avis, donc ici, puisque le protocole DNS est un protocole de la couche application, alors est-ce qu'il utilise l'UDP ou bien le TCP au niveau de la couche transport? Par exemple, on a pour HTTP, SMTP, POP3, IMAP, ce sont des protocoles qui utilisent le TCP. Alors ici, avec le DNS, est-ce qu'on a besoin de la rapidité ou bien on a besoin de la fiabilité de la réponse? On a besoin des deux, madame. Très bien. Donc, réellement, avec Resolve, j'ai besoin de la rapidité. Et là, j'ai lancé le navigateur. Le navigateur, il va contacter Resolver. Resolver, il va chercher un local, puis il va chercher un serveur DNS pour avoir la réponse. Et puis, il va rajouter la réponse en local, puis il va renvoyer la réponse au serveur, au navigateur. Donc, ici, on a principalement tout un processus de communication. Donc, réellement, lorsqu'il s'agit d'une communication client-serveur, il s'agit bien du protocole UDP. Okay? C'est-à-dire, on va utiliser le protocole UDP pour des raisons de sécurité. La fiabilité est assurée. Pourquoi? Puisque les correspondances sont stockées au niveau du serveur DNS. OK? Voilà. Par contre, lorsque j'ai contacté un serveur DNS, OK? Et notre serveur DNS, il n'a pas trouvé la réponse. Par exemple, on a contacté le serveur DNS qui est autoritaire sur la zone esprit.tn et il n'a pas trouvé la correspondance de google.com. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce serveur DNS? Le serveur qui est responsable sur la zone esprit.tn. Il contient réellement les correspondances de la zone. Mais est-ce qu'il contient les correspondances d'autres zones? De façon générale, bien sûr que non. Bien sûr. Alors, Rouni, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter un autre serveur DNS qui est autoritaire sur le serveur DNS de Esprit. Et de façon générale, c'est le serveur DNS qui gère la Tunisie. OK? Voilà, qui gère le .tn. OK? Lorsqu'il s'agit ici d'une communication entre deux serveurs DNS, quel que soit
notre serveur il a besoin d'une réponse, ou bien lorsqu'il s'agit des mises à jour. Par exemple, l'administrateur de Esprit, il a changé l'adresse IP du serveur de messagerie de serveur DNS. Donc, il a besoin principalement d'envoyer cette mise à jour au niveau des serveurs qui gèrent la Tunisie, au niveau du serveur qui gère principalement, qui est géré par l'ATI. OK? Voilà, donc ici, on a une communication entre deux serveurs DNS. OK? Et lorsqu'il s'agit d'une communication entre deux serveurs, on a besoin de la fiabilité. C'est pour cela qu'on utilise le TCP. OK? Donc, l'UDP, lorsqu'il s'agit d'une communication entre un client et un serveur. TCP, lorsqu'il s'agit d'une communication serveur-serveur. OK? C'est clair? Voilà. Oui. Très bien. Donc, le DNS, c'est quoi? C'est un annuaire. Je m'en un annuaire. C'est-à-dire, comme les annuaires téléphoniques, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau des annuaires téléphoniques? Un annuaire téléphonique contient les correspondances entre les noms des abonnés ou les numéros. Donc, c'est un annuaire qui est destiné pour qui? Pour les ordinateurs. Il contient, Dima, l'adresse IP ou la correspondance en termes d'un nom de domaine. C'est un annuaire qui est destiné pour les ordinateurs. Voilà. Donc ici, principalement, notre serveur il est sollicité plus en lecture ou bien en écriture, de façon générale. On sollicite notre service pour la lecture ou bien pour l'écriture. On a besoin de rajouter les correspondances. Voilà, nous sommes en train de lire les correspondances qui sont enregistrées au niveau du serveur. De façon générale, les annuaires sont sollicités en lecture. En lecture. De façon générale, n'importe quel annuaire, alors il est sollicité en lecture. Et de façon générale, lorsqu'on a besoin de stocker des informations, et bien sûr, on a besoin que le rapport lectural, écriturel est plus élevé, on utilise les structures hiérarchiques. On utilise les structures arborescentes. Par contre, les bases de données, de façon générale, qu'est-ce qu'on utilise comme des structures? On utilise les structures relationnelles. On utilise des structures tabulaires. Voilà. Donc, lorsqu'on a besoin d'utiliser les structures relationnelles tabulaires, réellement, les bases internes sont sollicitées plus en écriture qu'en lecture. Les bases de données sont plus rapides que l'écriture. Par contre, les structures hiérarchiques, les annuaires, le service DNS, sont plus rapides en lecture. C'est pour cela notre service, il utilise la structure hiérarchique. Voilà. Donc ici, de façon générale, pour faire la résolution, les systèmes de fichiers Linux, par exemple, je commence toujours par la racine et le chemin absolu pour trouver la position exacte. Voilà. Donc ici, au niveau de cette structure, au niveau de cet arbre, j'ai besoin de trouver la machine, la position exacte de la machine, la position exacte du serveur qui héberge le site. Et là, je cherche, par exemple, le site www.esprit.ns.tn. Alors, en tant qu'être humain, je commence la lecture à gauche. Donc, j'ai www.esprit.ns.tn. Par contre, le système DNS, pour faire la résolution, il commence la lecture à gauche ou bien à droite? Toujours, on commence la lecture à droite. Très bien. Voilà. Donc, il va commencer la lecture à droite. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un point de départ. Donc, pour faire la corrélation entre nom de domaine et l'adresse IP, donc, le serveur DNSMTI, il est chargé de trouver la correspondance. Donc, voilà, il va commencer la lecture à droite. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est la racine. Donc, le système, il va rajouter un point à la fin de notre sous-domaine, voilà, à la fin de nom de domaine interne. Avec le point, il s'appelle la racine. Donc, avec c'est un point rajouté de façon automatique. C'est pour définir la racine, c'est pour définir le point de départ. Donc, je suis sur la racine. Et de façon générale, dans le monde entier, on a 13 racines. Les domaines internes sont gérés par 13 racines. Et bien sûr, les 13 racines sont gérées par une organisation qui s'appelle l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Name and Number, qui est
principalement l'organisation, elle est responsable sur les plages des adresses IP attribuées principalement et l'unicité des noms de domaine qui sont là au niveau du réseau Internet. OK? Voilà, je suis sur la racine. Donc, deuxième paramètre, c'est, puisque je commence la lecture à droite, c'est qui? C'est qui le deuxième paramètre? Le point, c'est pour dire le point de départ. Deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle le TLD. OK? C'est le Top Level Domain. OK? On a vu ça la dernière séance. OK? Point TN, c'est quoi? C'est notre Top Level Domain. OK? De façon générale, les Top Level Domains sont des Top Level Domains génériques. Je ne générique. Qui m'a le point .com, le point .org. OK? On a des Top Level Domains spécifiques. Qui m'a le point TN. OK? Il est géré par qui le point TN? Il est géré seulement par la Tunisie. L'ATI, réellement, c'est l'agence tunisienne d'Internet qui gère principalement le domaine .tn. OK? On a le domaine .fr. Il est géré seulement par la France. Est-ce que je peux héberger un site? J'utilise une adresse IP en Tunisie. Je vais créer un site qui est dédié pour les Tunisiens. Est-ce que je peux héberger ce site sur le domaine .fr? Est-ce que c'est possible d'héberger ce site au niveau de .fr? Oui ou non? Non, pourquoi? Allez, le point à faire, il gère seulement la France. OK? Par contre, je peux héberger ce site, fait le point .com ou fait le point .org. Pourquoi? Alors, le point .com ou le point .org, réellement, ce sont quoi? Ce sont des domaines génériques qui sont des domaines gérés par des entreprises. OK? Voilà, donc on peut contacter les entreprises et d'autres afin d'héberger les sites internes. OK? Par contre, le point .tn, le point .fr, le point .uk, ce sont des domaines nationaux. OK? Voilà. Je suis Tawa sur le domaine .tn. Le troisième paramètre, c'est qui? Les paramètres sont séparés par des points. Le point .tn, le point NS. Dans ce cas, le point NS, ça sera quoi? Ça sera un sous-domaine. C'est un domaine de deuxième niveau, ce qu'on appelle le SLD, Second Level Domain. C'est-à-dire, réellement, c'est un domaine qui est géré toujours par qui? Par le point TN. On a fait le point TN, on a créé des zones, on a créé des domaines qui sont gérés par le point TN. Donc, il y en a, par exemple, j'ai créé un domaine qui s'appelle NS, il est enseignement. Qu'est-ce qu'il va faire avec NS? Il va regrouper les universités de la Tunisie. OK? Voilà, donc la racine, c'est le point TN, c'est le top level domain, NS, c'est un second level domain, et puis Esprit, Subcom, Init, Focus, ce sont ce qu'on appelle des sous-domaines. OK? Ce sont des entreprises, ce sont des universités qui sont gérées toujours par le point NS, ou le point NS, il est géré toujours par le point TN. OK? Voilà. Nous sommes sur la zone esprit. Donc, oui, c'est une zone qui s'appelle esprit, qui est gérée par NS, ou le NS, il est géré par le point TN. Donc, sous la zone esprit, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres zones? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on a sous la zone esprit? On a des machines, on a des serveurs. OK? Voilà, sous la zone esprit, j'ai un serveur qui s'appelle 3W. OK? J'ai un serveur qui s'appelle mail. J'ai un serveur qui s'appelle FTP. OK? Voilà, donc ici, lorsqu'on a besoin de site www.esprit.ns.tn, donc on va interroger directement la zone esprit par rapport à l'adresse IP de la machine 3W. Pourquoi? Puisque cette zone, elle connaît bien l'adresse IP de 3W. OK? Voilà comment le serveur DNS, il fait la résolution directe. OK? Voilà. À votre avis, en utilisant la même structure, est-ce qu'on peut assurer la résolution inverse? Je m'en ai la résolution inverse. L'input, ça sera quoi? Ça sera un nom de domaine ou bien une adresse IP? Une adresse IP. Ça sera une adresse IP. Alors, est-ce qu'à partir de l'adresse IP, je peux réellement trouver la position exacte de la machine au niveau de cette structure hiérarchique? Puisque là, je commence par la racine, puis un top level domaine, un second level domaine, un sous-domaine s'il existe, bien sûr, et finalement les hôtes. Est-ce qu'on peut trouver la résolution en utilisant cette structure? Normalement, كيفاش مرتبة بالIP كيفاش باش نعرف TLD ou second level domain ou sous-domaine ou le machine en utilisant l'adresse IP? Normalement, on a besoin d'avoir quoi?
on a besoin d'avoir une zone particulière. OK? Cette zone, c'est la zone RPA. OK? Donc, RPA, c'est une zone particulière, OK, qui nous permet réellement de faire la résolution reverse, c'est-à-dire lorsque on va exécuter la commande nslookup, par exemple 8.8.8, directement, le serveur DNS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pointer sur la zone RPA, puisqu'il connaît bien que cette zone, elle gère les domaines, OK? Elle gère les résolutions inverses, OK? Voilà, cette zone RPA, RPA, c'est un top level domain. In address, c'est un second level domain, OK? Bien sûr, puisque je commence la lecture de premier octet, OK? Donc, Randy, l'adresse IP MTI, il est codé sur 4 octets. Alors, je commence par le premier octet. Le premier octet, de façon générale, il varie entre 0 et 255. Et là, je cherche, par exemple, dans ce cas, je cherche le 192, OK? Nemchi, le deuxième paramètre, il est OLB, OK? Donc, le BMTI, dans ce cas, c'est le 168. De façon générale, les valeurs MTI varient entre 0 et 255. Nemchi, le 168. De même, Nemchi, le 100, OK? Donc, et donc, les trois premiers octets, finalement, la machine, et donc, ce sont des zones réseau, alors, on a des adresses réseau. Finalement, j'ai besoin du quatrième octet qui est l'identifiant de la machine. Okay? Voilà, et dans ce cas, je cherche l'adresse IP, je cherche la machine qui utilise l'adresse 192.168.100.110. Et voilà, donc je vais interroger cette machine pour connaître le nom de domaine déployé. Okay? Donc ici, par exemple, lié à cette machine, elle héberge un site qui s'appelle www.esprit.in. OK? Voilà comment, principalement, notre serveur DNS, il fait la résolution inverse. OK? Voilà, donc de façon générale, comme j'ai bien dit, la première chose à faire, c'est principalement, on a besoin de faire le parcours sur l'arbre de nom de domaine, on a besoin de trouver la racine qui est toujours le point de départ. OK? Voilà, donc je cherche le server, c'est-à-dire le domaine, le top level domaine, OK, spécifié au niveau de ce qu'on appelle l'URL interne. OK? Voilà. Puis, on va interroger, bien sûr, le serveur DNS qui est responsable sur la zone TN pour trouver le serveur ou la zone qui s'appelle NS. Puis, on va interroger la zone NS pour trouver, principalement, pour identifier la zone qui s'appelle esprit.ns.tn. Finalement, on va identifier la machine 3W grâce à quoi? Grâce au serveur esprit.ns.tn. OK? Voilà, donc c'est toujours comme je viens de dire, donc on a 13 racines qui sont là, qui gèrent la résolution dans le monde entier, okay, qui sont gérées par l'organisation ICANN. Okay, où l'ICANN interne, elle va déléguer principalement des autorités des délégations principalement qui vont gérer les top level domaines et les hommes réellement, quels que soient des top level domaines génériques ou bien des top level domaines nationaux. Donc, de manière de l'exemple de l'ATI, puisque l'ATI, elle gère réellement le domaine .in. OK? Voilà, donc voilà comment, par exemple, la communication, donc un utilisateur, il a besoin d'atteindre le site google.fr, OK? Donc ici, le navigateur, il a besoin de l'adresse IP, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va interroger le serveur, il va demander principalement la réponse auprès de Resolver. Donc, Resolver, dans ce cas, il va interroger un serveur DNS dit autoritaire, toujours, OK, puisqu'il est responsable sur cette zone. OK? Donc, dans ce cas, le serveur interne, il ne connaît pas la réponse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter réellement à notre serveur DNS. Donc, on appelle cette communication, ce sont ce qu'on appelle des serveurs DNS recursifs. OK? Je nomme recursif, c'est-à-dire il a besoin de contacter d'autres serveurs afin de trouver la réponse. OK? Donc ici, il va réellement communiquer avec plusieurs autres serveurs pour rechercher réellement l'adresse IP. OK? Et puis, il va renvoyer principalement cette adresse IP au client. OK? Voilà. Donc, voilà, notre serveur, il a contacté la racine, là, puis il a demandé l'adresse IP du serveur DNS qui gère le .fr. De même, donc il a demandé, pas dit qu'il a contacté le .fr pour demander l'adresse IP du serveur qui gère le Google. OK, et finalement, il va contacter Google pour trouver, principalement pour identifier la machine 3W qui est toujours la machine qui héberge le site www.google.fr. Donc, on appelle cette communication. Donc, ce sont des requêtes DNS recursives. Pourquoi? Puisqu'on a plusieurs communications entre plusieurs serveurs. OK? Voilà, comme j'ai bien dit, DNS utilise l'EDP lorsqu'il s'agit d'une communication client-serveur
le TCP lorsqu'il s'agit d'une communication entre deux serveurs DNS. OK? Et voilà, donc il a renvoyé la réponse. Donc, en utilisant l'adresse 216.239.59 99, voilà, en utilisant directement cette adresse IP, notre navigateur, il peut localiser réellement la machine qui héberge ce site. OK? Voilà, donc la structure, l'arborescence interne. OK? De façon générale, toujours le navigateur, ou bien l'application de messagerie, ou bien n'importe quelle application que nous sommes en train d'utiliser, elle a besoin de contacter Resolve pour trouver la réponse. OK? Donc, comme j'ai bien dit, Resolve, soit il va chercher en local, c'est-à-dire à travers le serveur cache, soit il va interroger un serveur autoritaire. De façon générale, l'adresse IP du serveur autoritaire, elle est toujours stockée dans un fichier qui s'appelle etc/result.conf. OK? Et bien sûr, si on a besoin de chercher en local, c'est-à-dire on va chercher au niveau d'un fichier qui s'appelle etc/hosts. OK? Voilà donc les rôles de chaque serveur. OK? Donc, comme j'ai bien dit, pour la résolution locale, elle est toujours prioritaire sur la résolution à travers un serveur DNS. OK? Donc, notre serveur, elle est basé toujours sur l'architecture master-slave. OK? Donc, ici, principalement, en tant que client, on ne peut pas faire la différence entre les deux types de serveurs depuis Internet. Par contre, l'implémentation des serveurs primaires et d'autres secondaires, c'est pour assurer la haute disponibilité. Okay? C'est pour principalement avoir toujours des réponses, indépendamment du fonctionnement, indépendamment des pannes ou bien des problèmes techniques au niveau du serveur, toujours on peut avoir des réponses. Okay? Voilà, donc finalement, pour la partie pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer la solution Byte sur la machine virtuelle interne. OK, on va créer les zones internes. OK, donc essayez d'utiliser vos propres zones. OK, évitez l'utilisation du domaine esprit.com de façon générale. Ou finalement, l'objectif, c'est d'atteindre le site www, par exemple, esprit.com, en utilisant la résolution à travers DNS. Et bien sûr, on va supprimer la résolution assurée au niveau du fichier host. OK, donc l'objectif, c'est d'atteindre le site en utilisant le serveur DNS. OK? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions concernant le serveur de résolution de nom? Des acquittements, s'il vous plaît. Oui ou non? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, Maria. C'est clair, très bien. Voilà, donc comme d'habitude, vous aurez un TP à faire, donc c'est un TP bien guidé. OK? Bien sûr, si vous aurez des problèmes techniques, vous pouvez soit laisser des commentaires sur Google Classroom, soit vous pouvez m'envoyer des emails. OK? Voilà, ou essayez s'il vous plaît de respecter les deadlines par rapport à les comptes rendus. OK? Je vous rappelle toujours que la note de contrôle continu, c'est la validation des TP. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien, voilà, donc ce sont les objectifs de notre séance aujourd'hui. OK? Donc voilà, donc essayez s'il vous plaît de respecter les deadlines. OK? Sinon, à la prochaine et bonne journée. Merci, madame. Bonne journée. Et à vous, voilà, bonne journée.